Bienvenue à toutes et tous. L'échange auquel vous allez assister fait partie du cycle de discussion du Festival Circulation. Les discussions, ce sont des rendez-vous qui mettent en dialogue les photographes de l'édition 2021 et des experts de la photographie et des experts des sujets qui sont abordés par les photographes dans leurs travaux. Aujourd'hui, on va parler des explorations identitaires avec les artistes Charles Thieffen et Mathias Ponard, ainsi que Olfa Feki, qui est directrice artistique et commissaire d'exposition indépendante. Donc merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux de vous recevoir. Comme vous pouvez le voir, on se réunit aujourd'hui en visioconférence au vu du contexte actuel, mais vous pourrez retrouver tout le cycle de discussion sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Donc maintenant, je vais laisser la parole aux artistes et à Olfa Feki, et je vous souhaite un bel échange. Merci. Merci Anaïs. Je voudrais commencer par remercier du festival et le collectif FETAR pour l'incroyable travail qu'ils ont fait sur cette édition. Remercier Mathias et Charles d'être avec moi aujourd'hui pour la conférence. Et j'invite tous ceux qui auront l'occasion d'aller voir leurs travaux, que ce soit sur le site web du festival ou bien dans le lieu de l'exposition. Et on va commencer avec Mathias. Donc la première question autour de ton travail, la construction identitaire comporte une dimension spatiale importante. Entre la dimension littéraire du récit de Abdelatif Laabi et ton illustration visuelle actuelle de ton projet Naufrage, quelles sont, selon toi, les composantes culturelles, spirituelles ou identitaires partagées au sein de ce parcours spatial que tu as fait entre Tanger et Gibraltar? Exactement. Et du coup, je suis parti initialement du port de Sète dans un premier temps, en bateau, pour rejoindre Tanger. Et tout de suite, j'ai été frappé donc vraiment par la singularité de cette ville. Et j'ai voulu travailler et m'intéresser notamment à la proximité géographique entre Tanger et le rivage andalou, donc à seulement quelques kilomètres, ce qui avait pour effet de produire un ailleurs omniprésent, à la fois accessible pour certains, inaccessible pour beaucoup. Et c'était vraiment un espace qui, pour moi, sacralisait un peu toutes ces questions de déplacement, de possibilité de déplacement, d'impossibilité de déplacement, mais aussi les questions d'enjeux concernant l'exil ou le retour de l'exil. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai décidé de réaliser une vidéo 16 mm aussi bien à Tanger, mais aussi à Gibraltar pour voir le contre-champ de ce que j'avais pu voir à Tanger. Et j'ai décidé d'accompagner donc le poème d'Abdelatif Lahabi, le Spleen de Casablanca, pour accompagner donc, ma vidéo. Et ce poème-là, donc écrit en 1996, c'est vraiment le poème d'un tournant dans la vie du poète. Donc il a écrit d'une part au Maroc et d'une autre part en France. Et il se déroule un peu, même totalement, comme le journal de bord d'un impossible retour, parce que Abdelatif Lahabi, en 1985, a dû s'exiler en France. Et donc là, le poème écrit en 1996 parle du retour d'exil, en fait, et surtout l'impossible retour, en fait, plutôt de l'exil. Et comme il explique, l'exil a fait de lui ce qu'il appelle donc un nomade contraint. Donc, la nostalgie la nostalgie n'est plus du tout un refuge pour lui. Et il dit même, j'ai cessé de chercher ma place, j'ai cessé de chercher une place quelque part. Et moi, avec mes images, ce que j'ai voulu faire, donc déjà, c'est accompagner ce poème-là, mais c'est plus, au lieu de m'intéresser à ce que lui appelle l'impossible retour, moi, essayer, avec les différentes expériences et les différentes personnes que j'ai pu rencontrer à Tanger, plutôt de me concentrer sur ce que je peux appeler un impossible départ, en fait. Car toutes les personnes que j'ai pu rencontrer à Tanger avaient une relation intime et très singulière avec donc l'autre rivage en face, mais aussi le départ, l'exil, la possibilité du départ ou l'impossibilité du départ, même le rapport à la mer et le rapport à l'exil. Donc c'est ce que j'ai voulu faire en accompagnant ça. Et donc j'ai fini ma vidéo à Gibraltar pour voir le contre-champ de l'expérience à Tanger et une expérience qui est radicalement différente et une approche qui est radicalement différente. Donc en fait là, d'après ce que je comprends aussi un peu, tu réponds un peu aussi à ma question suivante à propos de la vidéo. En fait,
en quoi ces choix techniques de rajouter la vidéo à la composition photographique et surtout de choisir de filmer en 16 mm et en noir et blanc, en quoi cette vidéo a favorisé ou t'a aidé à illustrer le poème de Abdel Latif. Et en deuxième lieu, est-ce que le projet peut avoir d'autres interprétations en lui associant peut-être différentes scénographies dans le lieu d'exposition? Alors, concernant le 16 mm, déjà d'une manière plutôt simple, j'aime utiliser cet outil pour une idée d'autonomie et un peu de rapport assez matériel à l'objet, parce que j'essaie de développer mes pellicules tout seul, de mon côté, et c'est quand même un objet qui est relativement visible, qui est relativement contraignant, qui fait du bruit, et qui est aussi intéressant pour un peu piquer la curiosité des personnes qu'on filme, ou c'est tout de suite quelque chose qui rend un peu curieux. Et l'utilisation, je pense, de l'image noir et blanc, et notamment du 16 mm, c'est parce que pour moi, c'est un sujet qui est... j'essaie de faire ce que j'appelle un pas de côté poétique, d'une représentation peut-être trop frontale et trop directe d'un sujet qui est évidemment d'actualité et qui est extrêmement important et qui était très visible lors de mon voyage. J'utilise ce médium-là pour faire un pas de côté poétique et utiliser une image qui est peut-être plus intemporelle, peut-être un tout petit peu gorgée de nostalgie, même si c'est absolument pas ce que je veux ajouter. Et c'est vraiment pour moi une image ouais, qui est vraiment poétique et qui me permet de faire dire aux images, de les amener là où je veux les emmener. Effectivement, en fait, je vois à travers tes photos que les photographies sont très, très poétiques, de manière représentative. Et en même temps, on voit cet aspect nostalgique, la vérité. On essaie de... je vois parfaitement, en fait, à travers... Je suis en train de voyager à travers tes photos. Je me sens piégée dans une des frontières. Je n'ai pas encore décidé laquelle entre les deux, mais on sent parfaitement le voyage. Et en parlant aussi de scénographie, une chose aussi que j'ai remarqué à la scénographie de Charles, d'ailleurs, donc par ta scénographie mise en place pour le projet Tahrir des obéissances, on remarque une séparation en fait et une distinction entre la représentation du corps. Donc une partie des photographies, on voit que les corps sont bien représentés dans le milieu urbain. Et une autre partie où il y a un focus sur les attitudes corporelles et la gestuelle. Donc quelle est l'intention derrière cette séparation en fait, catégorique dans la scénographie? Bah alors, quand je me suis rendu à Tahrir, j'ai fait un certain nombre de photos à la pellicule. Quand je suis rentré, ces photos, je les développe, ces pellicules, je les développe, je les scanne, puis je les dépoussière. Et au moment de les dépoussiérer, je passe énormément de temps, parfois 2, 3 heures sur la même photo pour enlever chacune des poussières. Et c'est à ce moment-là que je me replonge en fait dans des événements que j'ai vécus, que je redécouvre des scènes, des actions, des interactions, des moments de complicité, des regards, des choses qui m'avaient échappé au moment de la prise de vue et que je trouvais hyper riches. Donc, tous ces comportements euh, décelés a posteriori mérité, je trouve, qui soient signifiés. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé le recadrage pour qu'il y ait, pour que, que le public soit attentif à des choses qui sont dans l'image mais qui ne sont pas forcément ce qui attire l'œil. Euh, Prennent le temps de voir les différentes interactions qu'il y avait dans les actions dans chacune des. Euh, Et dans la partie de la scénographie où les personnages sont bien placés dans leur milieu urbain, oui. c'est quoi l'interaction que tu vois pourquoi as-tu décidé de les prendre de cette manière-là, alors qu'on voit très bien que dans ton sujet aussi, la gestuelle est très importante, donc je comprends parfaitement la partie focus sur la gestuelle du corps, mais la deuxième partie,
qu'est-ce que tu vois de spécial dans le fait de prendre le personnage dans son milieu urbain? Et une question aussi, pour revenir à ce que tu as dit. Donc, tu dis que pendant la production de tes pellicules, tu redécouvres ou tu réinterprètes des moments déjà vécus. Donc, je voudrais bien entendre, est-ce que au moment de est-ce que tu te remémores exactement les moments? Est-ce qu'il y a un nouveau sentiment d'appartenance que tu ressens une fois loin du lieu où tu as pris les photos, ou est-ce que c'est juste tu te remémores ces instants-là? Non, je me les remémore pas. Enfin, si, peut-être en partie, mais surtout vraiment, je redécouvre des scènes que je n'ai pas du tout vues au moment de la prise de vue. Par exemple, dans les recadrages, il y a beaucoup de recadrages qui sont des scènes d'une des photos qui est accrochée, qui fait partie du coup de la deuxième partie où il y a davantage de mobilier, enfin, d'urbanisme, de paysage. Euh, Vraiment d'isoler et de signifier davantage ces scènes, c'est vraiment parce que moi je les ai découvertes après être allé sur le terrain. Je les ai découvertes chez moi un mois, des semaines plus tard. Euh, pour ce qui est du coup de la partie des photos où on les voit dans leur environnement, dans leur contexte, dans une situation, donc pas les recadrages. Euh, Ça me paraissait important aussi de voir que c'est un comportement, qu'ils ont un comportement qui est en fonction de l'événement qu'ils sont en train de vivre, du territoire qu'ils sont en train de créer, parce que ce territoire-là, avec ses délimitations et ses composantes, ça a fait 1 an et demi le temps de nouveau entretien. Donc à ce moment-là, les immeubles étaient vides, le sol était marqué par les tirs de grenades lacrymogènes, enfin les flammes et tout ça. Donc l'environnement était important et l'environnement influait sur le comportement de ces jeunes manifestants. Donc c'est important pour moi aussi que ça y figure, quoi. C'est convenient. Oui, donc je comprends très bien qu'au moment précis de la prise de vue, avec l'adrénaline et l'excitation, peut-être on ne voit pas exactement, on ne ressent pas la même émotion qu'en regardant les photos des semaines après en les produisant. Et d'ailleurs, tu parlais aussi de l'émotion ressentie que tu ressentais, qui est dégagée par les manifestants. Et je voulais te demander, par la médiation du corps conscientisé, socialisé et spatialisé dans le mouvement de son vécu, et que des mots comme lieu, territoire, héritage culturel, donc la mise en situation de ces personnes-là dans leur milieu identitaire Mhm. ou spatial, euh, comment interprètes-tu la variance des attitudes corporelles en face d'une même violence vécue? Tu Ouais. disais que certains ressentaient de la joie, d'autres de la haine, d'autres... Mhm. Bah, bon, on en a beaucoup parlé, même enfin, surtout en France aussi. Déjà, il y a plusieurs formes de violence. Il y a celle perceptible quand les manifestants font mater par les autorités, que celles-ci tirent à balles réelles pour disperser la foule. Et puis, il y a la violence qui les a poussés à descendre dans la rue. Donc, pas de travail, pas d'eau, pas d'électricité, pas de soins décents. Dans les deux cas, je pense que chaque individu a sa sensibilité, ses expériences, sa façon de réagir face à ce qu'il subit. Et c'est ce qui crée la multitude de comportements, d'attitudes corporelles. Certains vont préférer, oui, se moquer de la violence, d'autres de l'affronter, d'autres de la fuir. Et tout ça, pour moi, c'est des moyens de se dresser face à la violence. Même de la fuir, c'est un moyen pour moi de se dresser face à la violence. Et sur ces barricades, justement, où j'ai passé du temps, j'avais le sentiment que tout ça devenait plus clair, plus condensé. Euh, Tous les jeunes étaient confrontés à une situation dangereuse à ce moment-là, et pourtant on y voyait une multitude de comportements. Et tu as décidé en fait de prendre les manifestants en pleine action, mais pourquoi tu n'es pas resté, ou peut-être pourquoi tu n'as pas présenté peut-être la fin de la révolte de ce jour précis où tu étais présent avec les manifestants? Qu'est-ce qui est plus intéressant
l'action elle-même de la manifestation durant la journée, ou peut-être parce que j'imagine qu'en fin de journée, les gens rentrent chez eux et peut-être qu'ils reprennent le lendemain les manifestations. Pourquoi cette partie de la manifestation n'est pas présentée dans ton projet? À côté de ma casquette de photographe, je suis journaliste et je raconte des histoires où j'essaye de rendre compte d'une situation à travers des mots ou des photos qui sont des photos de presse. Je voulais je me suis fié aussi à ce que moi, je trouvais intéressant. Et c'était, moi, ce qui m'a marqué en arrivant, c'était ce comportement, cette attitude. Ce qui m'intéresse, c'est beaucoup, enfin, j'ai d'autres projets où je me penche sur la situation, la vie quotidienne des gens, où je suis des gens dans quand ils cherchent du travail, qui vont à l'université, tout ça. Et ce qui m'intéresse, euh, dans mon travail, c'est de relever euh, euh, des moyens d'adaptation, des, des choses qui font que les gens arrivent à se créer un meilleur avenir, à se créer une perspective de vie. Et du coup, pour moi, à Tahrir, ces gens descendaient dans la rue. euh, C'était justement pour se créer une perspective de vie et à travers leur corps, ils se donnaient les moyens enfin, de parvenir à avoir un meilleur futur. Et donc oui, moi c'est ça. En fait, dans mes images, je vous parle de plein de choses, mais enfin, à la fin, ce qui reste, c'est seulement l'image que je propose, les goûts que j'ai pour les comportements, la construction de soi, les preuves humaines. Euh, voilà. Ok, merci. Et d'ailleurs, dans la même lignée, je remarque qu'il y a une grande différence entre ton projet et le projet de Mathias, donc, qui est lui plus dans la mise en scène des situations, et que toi, tu es dans l'action même de la gestuelle corporelle. Donc, je reviens à Mathias pour te demander Mais sur... je voulais juste, excuse-moi de te couper, mais c'était pour rebondir, c'est que c'est marrant que nos projets soient si différents, mais qu'on ait, je pense, le même mode de fonctionnement. Enfin, après de ce que j'ai entendu de Charles, c'est que tous les images issues de ma série de cyanotypes, c'est également des images argentiques que j'ai redécouvert après, et c'est que des recadrages, que des crops, parfois vraiment très très serrés, que j'ai ensuite retravaillé. Et je pense que en fait, on n'a pas du tout le même type d'image, mais on a les mêmes peut-être façons de redécouvrir, d'utiliser nos images une fois qu'on les retrouve. Et moi, c'est plus pour révéler des figures poétiques que je peux voir et que j'avais pas forcément vues sur le moment. Et pour Charles, c'est différent, mais c'est marrant que nos projets soient si différents et pourtant assez rapprochés dans leur jeunesse, quoi. Des choses que tu découvres vraiment dans le processus photographique, donc après la prise de vue. Et puis comme c'est à la fois notre travail, mais aussi notre vie, notre expérience, on se replonge en fait dans des souvenirs aussi en allant chercher, enfin en se plongeant dans des photos qu'on a prises. C'est des moments de notre vie aussi. Du coup, même si on parle de sujets des sujets importants, de sujets graves, c'est à travers aussi euh, notre, notre expérience. Notre perception et notre après redécouverte. Ouais. Oui, effectivement, je crois que quand on est plus sur de l'argentique, la relation entre le photographe et ses photos sont beaucoup plus accentuées au moment de la production en fait des films. Et ça change beaucoup, effectivement, je crois aussi, sur la façon de redécouvrir et de revoir les sujets pris. Et d'ailleurs, c'est très marrant que vous deux, vous utilisez la même technique de recadrage et vous retrouvez en fait des détails que vous cherchez peut-être sur terrain et que vous retrouvez sur la pellicule. Et du coup, le recadrage et revoir les photos vous permettent en fait de transmettre
d'une meilleure façon, en fait, vos sentiments, vos émotions à travers vos photos. Et donc, je reviens vers toi, Mathias, pour te demander, en fait, entre la médiation du social et du spatial que forment les lieux et les territoires qui s'imprègnent d'un sens social très puissant. Tenant à la densité humaine et mémorielle de ces espaces, comment, en retour, ces identités que tu captures peuvent contribuer activement à la construction sociale des dispositifs spatiaux? Et comment cela peut-il être interprété photographiquement? Moi, je pense que toute l'identité spatiale du projet, il est vraiment marqué par justement ce que j'ai appelé les silhouettes tournées vers la mer ou les hommes qui regardent la mer. C'est vraiment l'importance donc de ce bras de mer, donc du détroit de Gibraltar et de la proximité géographique avec l'autre rivage, donc qui a pour effet de produire cet ailleurs omniprésent. Et moi, spatialement où je me suis vraiment le plus intéressé, c'est vraiment le bord de plage de Tanger, donc le rivage de Tanger, donc aussi bien le petit port de Tanger. Et c'est vraiment cette posture que j'ai redécouvert après dans mes images de personnages et silhouettes qui étaient aussi bien physiquement constamment tournés vers l'autre rivage, mais qui aussi dans leurs propos, dans leurs histoires, dans leur identité et avaient une relation très unique et très intime avec cette proximité-là, relation qui pouvait être tout à fait neutre, qui pouvait être extrêmement complexe ou qui pouvait être assez simpliste. Et c'est vraiment sur ce point-là que j'ai voulu m'intéresser. Est-ce que tu penses qu'à travers ton projet, tu es en train de créer une archive photographique du poème, ou est-ce que c'est vraiment une interprétation nouvelle de ce poème ou de ton expérience? Je pense que c'est je dirais que c'est une interprétation nouvelle déjà parce que pour moi c'était la découverte d'un espace qui était totalement neutre en moi en termes de connaissances et de culture. C'était la première fois que j'y allais, c'était la première fois que j'y allais de cette manière-là. Donc c'était vraiment une découverte totale des différentes questions et des différentes existences qui pouvaient cohabiter là-bas. J'ai pu aussi découvrir le travail de quelques photographes issus notamment de Tanger, parce qu'il y a une fondation pour la photographie à Tanger, qui est un lieu super que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Et justement, il y avait une exposition sur les jeunes photographes tangérois. Et en fait, chaque photographe avait absolument pas une approche d'archives ou de documentaires, mais ils avaient tous vraiment une approche très personnelle et ils dressaient vraiment un portrait très très personnel de leur ville. Et moi, je suis plus dans une approche où j'ai voulu, j'ai essayé de comprendre un espace et de révéler à travers une image poétique les tensions ou les grands thèmes que j'ai pu y découvrir. Et j'aimerais poursuivre en me concentrant toujours sur parce que cet espace-là, il est quand même relativement complexe parce qu'il y a aussi bien donc, le port de plage de Tanger, mais il y a aussi le grand port de Tanger-Med qui est devenu le plus grand port autonome d'Afrique et même de la Méditerranée. Donc c'est un espace qui bouge énormément. Et ce rapport-là et cette tension-là, elle sera en constante évolution. Donc non, c'était plus de dresser un portrait personnel d'un lieu, mais j'aimerais bien poursuivre et continuer à m'y rendre et à travailler dessus. Donc, si je comprends bien, le poème t'a servi plus comme parchemin et après, une fois sur place, tu as créé ton propre poème visuel, on va dire. C'est ça. Et en plus, en fait, le poème accompagne la vidéo. Enfin, la vidéo accompagne le poème. Et à côté de ça, il y a vraiment la série des cyanotypes aussi, donc 14 images et 15 textes. Donc là, qui sont des poèmes que moi j'ai pu écrire ou des bribes de poèmes que j'ai pu récupérer et que j'ai pu transformer ou m'approprier pour vraiment parler là de mon expérience personnelle et de ce que j'avais pu découvrir là-bas. Donc le poème, la vidéo accompagne le poème et les images sont accompagnées aussi de poèmes. Et c'est plus, oui, comme un parchemin et comme un fondement. Et j'avais ça en tête en y allant, en étant là-bas et en repartant. Et c'était comme un fondement de mon projet qui révélait les grands thèmes que j'avais pu rencontrer, mais que je voulais vraiment accompagner. Donc, tu dis que tu voudrais continuer ce parcours et continuer à
développer ce projet. Mhm. Penses-tu de changer de regard ou d'angle photographique si tu reprenais le même sujet, le même parcours dans 10 ans? Pas tout de suite. Est-ce que l'identité visuelle actuelle que tu as construite au moment de la production influencera sur un potentiel nouveau parcours, on va dire? Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que déjà dans 10 ans, je pense que ce sera, mais même dans 2 ans, ce sera radicalement différent. Parce que c'est un espace qui, politiquement, socialement, culturellement, change énormément. Là, j'ai pour objectif donc d'amorcer le deuxième chapitre de ce projet-là, donc en repartant, mais là, cette fois-ci directement de Gibraltar, parce que je pense que c'est un endroit très intéressant où il y a plein de choses à faire, notamment, donc, comme je parlais tout à l'heure, donc de Tanger Med, qui, et en fait, Tanger Med, c'était déjà un immense port, un immense complexe portuaire. Les travaux ont été finis en 2019, donc c'est devenu le premier ou deuxième plus grand port d'Afrique et le plus grand port de la Méditerranée, donc c'est en extension. Il y a à l'inverse des lieux qui, dans 10 ans, mais même dans 2 ans, comme l'enclave de Ceuta, donc l'enclave espagnole de Ceuta au nord-est, qui c'est un lieu aussi qui sacralise tout le questionnement et tous les problèmes liés au déplacement de population. Donc ça aussi, je pense que c'est un endroit qui est extrêmement intéressant. Et l'amorce du chapitre 2 de mon projet, en fait, c'est... Là, j'ai plutôt travaillé sur la césure produite par cette distance géographique. Et en fait, il y a un projet de pont depuis la fin du 19e siècle, donc un pont entre l'Espagne et le Maroc. Et ce serait c'est le premier pont qui relierait les deux continents, en fait, donc qui relierait la trentaine de kilomètres entre les deux continents. Le projet, là, depuis les années 70, étant un peu à la fois en abandon et en reprise, en abandon et en reprise. Et je trouve que c'est vraiment ce pont-là, donc cet afro-tunnel, qui serait comme le tunnel sous la Manche. Le projet-là a été abandonné par l'Espagne, mais repris par Gibraltar, donc par l'Angleterre. Et j'ai vraiment envie, et ça relierait directement donc le rocher de Gibraltar à la ville de Tanger. Et j'aimerais vraiment, au lieu de m'intéresser dans mon premier chapitre à cette idée de face à face, là vraiment m'intéresser à l'idée de liaison et de communication et de pont et de circulation et voilà, de jonction des deux espaces. Donc là, j'aimerais beaucoup, pour continuer mon projet, travailler sur ce pont-là, qui est un projet absolument titanesque et on ne sait même pas s'il sera vraiment réalisé un jour, on ne sait même pas si... C'est vrai qu'on en entend parler depuis très longtemps et on ne sait effectivement pas si ça sera fait. Et du coup, pour ton deuxième chapitre, tu ne vas pas forcément te baser sur le premier. Je suis pas persuadé parce que je pense que le premier, c'était vraiment une interprétation, voilà, encore une fois, poétique des histoires et des rencontres que j'ai pu faire et même de mon impression vis-à-vis de cette distance-là. Mais je me suis rendu compte que c'était plus complexe que ça, notamment en allant à Gibraltar, que le rapport à cette proximité et à la fois cet éloignement-là est radicalement différent. Et j'aimerais non repartir enfin, m'intéresser à une nouvelle approche pour voir comment ce lieu peut... Et même une approche qui peut être mythologique, parce que c'est le lieu aussi des colonnes d'Hercule, donc c'est là où c'était dans le monde grec, c'était les limites du monde connu qui étaient jusque-là. Donc il y a toutes ces questions-là, moi, qui m'intéressent, qu'elles soient très actuelles et très politiques, et très économiques comme le pont, mais aussi mythologiques comme les colonnes d'Hercule. Et j'aimerais vraiment m'éloigner de la distance pour vraiment traiter le rapprochement. Et tu vis là-bas, en fait Pas du tout. Alors, absolument pas. Je vis pas du tout là-bas. J'avais eu envie de partir pour faire un projet là-bas parce que je voulais partir là-bas depuis longtemps et je savais que j'ai toujours eu un rapport assez intime avec la Méditerranée et je voulais traiter ce sujet-là d'une manière très personnelle. J'avais envie de traiter ce sujet-là et même d'une manière plus universelle, je voulais m'y intéresser. Et je savais que Tanger était un bon point de départ. Finalement, ça a été le point de départ et le point d'arrivée puisque je suis resté à Tanger et j'ai voulu me concentrer uniquement sur Tanger. Et j'aimerais poursuivre sur Tanger également. Mais non, je vis pas là-bas pour l'instant. Okay. Tu fais des séjours J'ai fait là un séjour et là, j'aimerais repartir par la mer parce que je pense que c'est très important de repartir par la mer. Donc la première fois, je suis parti du port de Sète pour arriver à Tanger-Med. Là, j'aimerais peut-être trouver un autre moyen de partir par la mer pour arriver directement à Gibraltar, peut-être avec une plus petite, d'une manière un peu plus, parce que je suis parti sur un gros cargo. Là, j'aimerais bien partir sur peut-être une plus petite embarcation pour avoir un rapport différent. Voilà, mais j'aimerais vraiment
L'idée de trajet aussi est très très importante pour moi. Ouais. L'idée de déplacement, de trajet. Et je trouve que par la mer, on a tout de suite déjà une posture différente face à la rive, mais même face aux autres. Donc, non, ouais, j'aimerais bien poursuivre tout ça. Et est-ce que pour ce deuxième chapitre, effectivement, est-ce que tu penses que la vidéo sera un des piliers fondamentaux ou juste un complément, ou peut-être pas de vidéo non plus? Mais je me pose la question. En fait, je fais les deux. Je me pose la question. Je sais pas du tout. Je pense que, enfin, je sais pas si je dois et si je peux continuer à mélanger les deux, ou s'il faut à terme que je délaisse une des deux pratiques pour vraiment me concentrer sur une pratique. Je sais que ce qui m'anime le plus en ce moment, c'est vraiment les idées de scénographie et d'installation, que ce soit en vidéo ou que ce soit en photographie. Et j'aimerais vraiment développer ça et réussir à donner un vrai sens et une valeur ajoutée encore à mes projets et même à la poésie et à l'histoire de mes projets à travers l'installation et la scénographie. Après, pour ce qui est de la vidéo et de la photo, on verra. Ça dépendra surtout de l'expérience que je peux avoir là-bas et de ce que je peux voir. Donc, tu me dis que la scénographie de ton projet t'importe beaucoup. Est-ce que tu imaginerais une autre interprétation scénographique, donc qui permettrait de voir ton projet autrement? Totalement. Et là, même si ça n'arrive pas, même le projet là, actuel, j'aimerais juste pour moi ou pour de la recherche, j'ai fait je suis en train d'essayer des propositions scénographiques pour appuyer le sens et la narration du projet, que ce soit des grands formats, que ce soit du volume, même des objets en mouvement. J'essaie de réfléchir à, voilà, là, peut-être une stèle sur 4 faces, les 4 faces se faisant face, une stèle qui pourrait tourner. Forçant un petit peu le spectateur à découvrir différentes faces d'une même image. Voilà, j'essaye à chaque fois de plus en plus, notamment à travers ma scolarité, là encore aux Beaux-Arts, de développer ça parce que je trouve que c'est extrêmement important et c'est essentiel, et notamment en vidéo, de ne pas uniquement le montrer en projection, même si c'est très bien et si ça peut fonctionner, mais vraiment donner du sens à mon projet, notamment à la vidéo avec ça. Merci. Je reviens à Charles et je reviens au sujet de l'interprétation de l'attitude corporelle face à la violence. On dit toujours que la violence se conjugue au présent quand elle est remémorée. Est-ce que, donc quand on revoit tes photos, on se sent vraiment sur place avec toi en train de prendre les photos, on ressent l'émotion des manifestants. Est-ce que, d'après toi, comment ces photographies peuvent être perçues par les sujets que toi, tu as photographiés? Par exemple, si je leur montre les photos, comment est-ce qu'ils réagiraient? Comment est-ce qu'ils... Est-ce que tu penses que tes sujets vont percevoir ton projet d'une manière différente d'une audience, on va dire, plus objective au plus sujet? élémentaires, plus... Euh, Alors, ceux qui l'ont vécu, peut-être qu'ils trouveront ça moins grave que ceux qui se laissent prendre par l'esthétique justement des cagoules, une esthétique de la violence qui parfois est présente même dans mes photos, alors que c'est pas du tout ce que je veux faire. Peut-être que ici, les gens, enfin ici, des pays étrangers à l'Irak, quoi, euh, ils verront, oui, une esthétique de la violence, où ils verront un lieu plus, peut-être plus marqué par la violence que ça ne l'était, pardon, pas que ça ne l'était, mais euh, ceux qui ont vécu l'expérience d'être sur les barricades et tout ça, euh, ça leur rappellera des souvenirs et ils n'interpréteront pas, je pense, de manière ils ne réinterpréteront pas ce qu'ils ont vu. Ce sera pas plein de préjugés, euh, ce sera juste des souvenirs pour eux. Ok, donc en général aussi, la photo documentaire, c'est vrai qu'elle transmet plus de violence et plus de messages, peut-être, je ne dirais pas négatifs, mais plus sur terrain d'extrême violence que ce que le photographe ou peut-être la personne photographiée vit dans le moment présent.
Donc, en fait, je vois que tu as dit que tu étais photographe, mais aussi journaliste. Donc, tu as les deux chapeaux et tu peux regarder tes sujets d'une manière différente. Et donc, on sait tous que la photographie de guerre et de révolte servent à sauvegarder l'histoire, entre autres. Donc, à mettre des points dans l'échelle historique de ce qui se passe dans chaque lieu. Et d'ailleurs, tu es encore en Irak en ce moment? Non, non, je suis rentré la semaine dernière. Ok. Et donc, je disais que cette photographie sert principalement à sauvegarder l'histoire, mais aussi à sensibiliser l'audience, à dire que, à donner cet aspect voulu négatif des guerres, en espérant aider peut-être à arrêter ou peut-être à aider juste ces situations-là. Mais on est tellement submergé depuis quelques années de ce genre de photographie qu'on devient peut-être un peu insensible à ces sujets. Ouais. Et donc au conflit armé et à la destruction du patrimoine en général aussi, qui est une question très importante durant ces guerres. Donc face à cette indifférence de plus en plus accrue, penses-tu qu'il faudrait peut-être revoir la construction de la photographie documentaire ou de ses modes de représentation en vue de continuer en fait cette cause principale? Peut-être ne pas changer de style, mais peut-être changer de mode de représentation. La scénographie aide beaucoup pour ce genre de message en fait qu'on voudrait transmettre. Ouais. Bah, tu disais que les photographies de guerre servaient à sauvegarder l'histoire. Je pense que la photographie de guerre, elle devrait sortir de cette logique justement de sauvegarder l'histoire, parce qu'au final, tout le monde se met à produire la même image du pays en guerre, des ruines, des familles dans des camps de déplacés. Euh, donc le photojournalisme a son utilité. Enfin, j'y participe aussi et ça informe sur des événements majeurs. Mais je pense que ça provoque aussi de l'indifférence. Pour moi, une photo qui choque, qui est chargée en émotions, ça éveille ou ça réveille les esprits tout en les paralysant. En fait, on se dit, ah, c'est affreux, et en même temps, on se sent vraiment étranger à la photo si elle est trop chargée en émotions. Et je pense que il faudrait davantage inviter à la réflexion, inviter à essayer de comprendre ce qu'est de vivre dans un pays en guerre, d'essayer de comprendre le quotidien de personnes qui vivent dans un pays en guerre qui est infiniment plus complexe que ce qu'une image de presse, une image de bombardement, une image de camp de réfugiés peut dévoiler. Et au final, je pense que les Irakiens, enfin, c'est ce que je commence un peu à, enfin, c'est ce qui je travaille en Irak depuis 4 ans, donc je parle des Irakiens. Je pense qu'ils pâtissent, enfin, j'en suis sûr, ils le disent eux-mêmes, de cette imagerie du pays en guerre, de ce statut de victime qu'on leur confère dans ces photos de presse. C'est déshumanisant. Oui, il faudrait qu'il y ait c'est pas que la photographie documentaire devrait changer. Enfin, déjà, entre la photographie documentaire et la photographie de presse, il y a une différence. Je pense que la photographie documentaire, elle convoque un peu plus le point de vue, la singularité. Donc, dans la photographie documentaire, ça englobe plein de choses. Mais je pense qu'en effet, il faudrait qu'il y ait une autre façon de représenter. En tout cas qui est peut-être moins de place accordée aux photos de presse. Je dis ça, peut-être que je me tire une balle dans le pied, mais euh, moins de place accordée à la photographie de presse. Ce que je le vois même avec mon entourage quand je leur dis que je vais en Irak, c'est souvent les mêmes remarques qu'on me fait, et c'est des remarques qui sont à milieu de ce que je suis de ce que je vis quand je passe du temps là-bas avec des jeunes, qu'on sort, qu'on va dans des cafés, euh, donc oui, il y a... En fait, il faut aussi, faut pas classer les pays en guerre uniquement comme des pays en guerre. C'est ça aussi le problème, c'est de sans arrêt dire voilà, c'est un pays en guerre, c'est un pays d'où proviennent, je sais pas, des réfugiés, mais c'est toujours tout de suite catégorisé dans l'esprit des gens comme un pays en guerre.
Donc Un oui, pays invivable, en fait, je veux dire. comme un pays invivable où des gens qui ne sont réduits qu'à un statut de victime, alors que, bon, en y réfléchissant rien qu'un tout petit peu, on se doute bien que ces gens ont un quotidien, ont des préoccupations qui sont tout à fait anodines et similaires aux nôtres ici. Trouver quelqu'un avec qui passer, je sais pas, tomber amoureux, trouver du travail. Et ça, c'est vrai que ça n'apparaît pas, ça ne peut pas apparaître dans la presse en fait. Donc le photojournalisme, la photographie de guerre, elle Pourquoi peut ça ne pas peut pas faire apparaître autrement dans la que d'être presse? comme ça. Comment? Pourquoi ça ne peut pas apparaître dans la presse? On peut quand même Alors, essayer pas de... dans la presse quotidienne, parce que la presse quotidienne, elle se doit de parler quand il y a un attentat, qu'il y a 300 personnes qui meurent, elle peut pas raconter que quelqu'un ne trouve pas du travail à côté, tu vois. Elle est obligée de parler de. Donc en fait, il faut qu'il y ait d'autres formes, par exemple justement des expositions, des installations, qu'il y ait plus de place accordée peut-être à cette, je sais pas, à ces pays-là, enfin, qui Mais est. une photo de presse mise dans un autre contexte avec une scénographie, peut-être ça donnerait plus, ça sensibiliserait plus, je crois, qu'une photo qu'on regarde, une photo tirée, je vais dire, une photo qu'on peut sentir, changera forcément l'attitude de l'audience face à ou comparé à une photo qu'on voit défiler sur nos écrans. Ouais, En fait, c'était ça ma question. ouais, Est-ce que ouais. changer la mode de représentation de la photo de presse au documentaire, même s'ils sont hyper différents, oui, mais est-ce que changer le mode de représentation, le mode ou la scénographie ou la présentation qu'on a face au public changerait euh, d'une part l'attitude ou les sentiments de l'audience, mais aussi peut-être le sujet même de la photo? Je pense que ça se fait, enfin, ça se décide même, ça se décide avant parce que quand tu te rends en Irak, par exemple, si tu vas avec le but de ton voyage, c'est de couvrir une actualité, de couvrir, de répondre à une commande pour un journal. Souvent, on va te demander en fait que ces photos, elles soient spectaculaires, elles relèvent de l'événement, de quelque chose de fort, pour que justement il y ait un sujet. Après, c'est vrai il y a des magazines, il y a plein de magazines qui en parlent, mais les gens ne s'informent pas avec des magazines. Ils lisent un magazine pour apprendre des choses, mais pas pour s'informer au quotidien. Donc, peut-être qu'au final, les pays en guerre sont surreprésentés. En fait, ils sont surreprésentés et du coup, il fausse d'autant plus l'interprétation de ce de ce qui s'y passe, la représentation de ce qui s'y passe. Euh, Peut-être parfois d'en savoir moins, ça fausserait moins. Je sais pas. Parce on a encore plus de clichés, de préjugés sur des pays en guerre que sur des pays qu'on ne connaît pas finalement. C'est sûr, je suis tout à fait d'accord, mais je crois qu'au lieu de se dire qu'il faut peut-être faire moins de photos de presse, peut-être que c'est laisser le choix à l'audience d'en voir moins peut-être pour reconstruire en fait cette sensibilité. Mais quand tu dis qu'il faudrait peut-être se séparer de ce premier rôle en fait de la photo de presse, donc qui est d'archiver en fait des événements historiques. Donc, si on se sépare de ça et peut-être on se focalise plus sur des histoires plus, je dirais pas un peu plus intéressantes, mais différentes, on va dire, des photos de guerre et de révolte. Je ne dis pas pour moi, il faut éventuellement faire les deux, mais si on se sépare de ce rôle, comment pourrait-on, à ton avis, si Non, on ne c'est peut plus archiver de cette manière, est-ce qu'il y a une autre façon peut-être de prendre ces guerres ou ces conflits en photo qui servirait à la fois ce premier rôle, mais qui aussi donnerait la vraie image que toi, tu es en train de vivre en fait sur place, que les gens sont en train de vivre tous les jours? Euh, Bah, je dis pas qu'il faut s'en séparer. Il faut oui, sortir de la logique de sauvegarder l'histoire Oui, mais leur et donner un peu moins d'importance, on va dire.
que de relayer la vraie information, on va dire. Ouais, ou de ne pas être motivé par. Mais ça, c'est même pas les photographes, hein, c'est aussi ce qu'on leur demande, hein, que ce soit les prix photos. Aussi l'utilisation, en fait, parce qu'un photographe peut envoyer un projet d'une vingtaine de photos et après, c'est les médias qui décident, en fait, C'est les médias euh, qui. voilà, Puis de quoi. on le voit, on le voit dans les festivals de photographie, de reportage, de guerre. Il y a quand même il y a quand même une demande et les gens répondent à une demande, les photographes répondent à une demande. Et il y a une demande d'une photographie qui doit être plus, qui doit rendre compte d'un monde qui va plus mal qu'il ne va, qui doit rendre compte d'une crise humanitaire enfin, qui, qui, qui doit accentuer la crise humanitaire, euh, je pense qu'il y a. On va dire des photos qui vendent plus, finalement. Ouais, je pense. Je vais me mettre des cheveux à dos là. Ouais. Et donc, je voudrais savoir si Mathias, toi, par contre, tu avais quelque chose à dire sur ce même sujet. Donc, est-ce que, par exemple, ta pratique pourrait être interprétée ou pourrait être, euh, on va dire, est-ce que tu pourrais faire la même chose que Charles, mais avec ta pratique à toi sur des lieux de conflit? Euh, Est-ce que je pourrais faire la même chose? Alors la même chose, je pense pas. Non, je ne pas Après, la même chose, mais avec ta technique à toi, ta sensibilité à enfin, toi. moi, c'est vraiment mon objectif, parce que comme ce dont parle Charles, moi, je trouve ça extrêmement intéressant et très juste, notamment le rapport au prix photo et à Oui, oui. déjà cette narration et cette puissance et ces sentiments qu'on veut véhiculer dans ces images-là. Moi, tout le début de mes connaissances en photographie, j'ai vraiment été nourri par ça. Et je me suis rendu compte, quand j'étais plus jeune, que j'étais en train de me former une imagerie complètement pas fausse, mais complètement, si, un peu fausse de plein de sujets, de plein de pays, de plein de. Et comme disait Charles tout à l'heure, pour moi, pays en guerre, peut-être ça résonnait d'une façon, d'une imagerie très limitée, disons. Et c'est pour ça que maintenant j'ai décidé, et je veux vraiment avoir ce mode de production et ce mode de création, de vraiment faire un vrai pas de côté. Qui soit par la poésie ou par l'utilisation de là, le tirage alternatif, mais un vrai pas de côté, entre guillemets, poétique et artistique pour vraiment me nourrir de l'expérience que je peux avoir et de rencontrer des gens et de parler avec eux, puis emmagasiner tout ça et vraiment le traiter de ma façon et de ma vision et de comment j'ai vraiment envie de le montrer, que ce soit pas dans le sensationnel et vraiment dans l'image très personnelle très poétique, très littéraire et très narratif, quoi. Et je pense que je pourrais très bien traiter des sujets, que ce soit des sujets liés à la crise humanitaire ou aux pays en conflit, mais de ma façon, et ce serait beaucoup moins. Oui, ce serait peut-être pas forcément euh, très intéressant pour des prix de presse ou pour l'imagerie de presse, mais ce serait ma façon. Et encore ce matin, pour cette entrevue-là, je regardais un peu les unes de différents journaux, notamment sur la zone donc, sur laquelle je travaille, sur laquelle je m'intéresse. Et la une de El País, le journal espagnol, c'est une image de presse d'une petite fille qui s'est échouée sur les Canaries avec sa maman de 5 ans. Et je sais que ces images existent. Je sais qu'elles sont importantes pour certains et pour beaucoup et que elles existeront, je pense, toujours d'une certaine façon. Mais moi, j'ai vraiment décidé de me détacher de ça pour raconter mes histoires, quoi. Et dans la même logique, Charles, je sais que ce n'est pas très fréquent pour les photojournalistes, on va dire, de participer à ce genre de festival, surtout quand c'est très artistique. Est-ce que tu penses que tu pourrais développer plus cette pratique photojournalistique euh, pour peut-être un jour aussi, hein, qui sait échanger les avis de ceux qui décident pour les concours, on va dire, et pour les prix photo? Moi, je me détache de plus en plus du photojournalisme enfin, je continue
à participer à la presse, à raconter des histoires à travers la presse, mais j'essaye de trouver des histoires et des moyens de les raconter alternatives je, déjà, je sais que moi, ça ne me ressemble pas de courir la presse, d'aller couvrir la news, d'aller toujours au conflit ou d'aller d'un conflit à l'autre. Et puis, oui, comme je disais, je trouvais qu'il y a une importance, il y a trop d'importance, déjà trop de visibilité, trop de gens qui font ça, et du coup, je préfère aussi euh, faire un pas de côté et essayer de trouver d'autres moyens de raconter des histoires, que ce soit à travers des expositions, des livres. J'ai reçu mon livre aujourd'hui. Ah, félicitations. Super, ouais, Ouais. félicitations. Voilà, trouver d'autres moyens qu'à travers la presse. En fait, tu préférerais couvrir ce genre d'événement avec euh, ton propre regard que plutôt d'être envoyé ou commissionné par un média. Bah, Forcément. j'aime bien faire les deux et j'ai conscience que les deux sont importants et que euh, quand je vais en Irak, j'y vais souvent un mois ou deux et je veux avoir le temps à la fois de développer mes projets personnels où j'ai une démarche personnelle de point de vue, où je choisis mes personnages, je choisis ce que je raconte et je l'assume que c'est vraiment une photographie de point de vue. Et à côté, faire répondre à des commandes de presse et raconter aussi des événements plus importants, plus majeurs. Là, il y avait le pape qui venait, c'était important et on était 300 à le couvrir, mais euh, j'avais envie d'y participer aussi. Ou alors il y avait une opération militaire, il y a une unité spéciale qui arrêtait un mec, c'était vraiment de la presse. J'avais envie d'y participer aussi, mais je veux pas que tout mon temps passé en Irak soit consacré à ça parce que, comme je l'ai dit, il y a il y a déjà beaucoup de gens qui participent à ça, que ce soit la presse, ces festivals de photos. C'est bien de montrer aussi autrement, autre chose de ces pays-là, quoi, et d'y consacrer du temps. Et je sais que c'est grâce à mon métier de journaliste et de photojournaliste que j'ai accès aussi à tout ça parce que c'est pas facile de se rendre dans des pays en guerre et, et sans une carte de presse, une lettre de mission, je ne pourrais pas y aller. Mais il faut que je profite aussi de ça pour pouvoir voilà, raconter Tout les à choses. fait d'accord. Tout à fait d'accord. C'est très intéressant en fait ce que tu dis. Et d'ailleurs, je voudrais par là même finir cette discussion par vous demander vos projets futurs. Donc, quel serait peut-être, est-ce que ça sera dans la continuation de ce que vous présentez lors du festival Circulation ou est-ce que vous planifiez de travailler sur un nouveau sujet? Je t'en prie. Moi, le gros de mon projet, vraiment, c'est de continuer ce. En fait, je devais repartir. Je devais repartir là dans février ou mars pour justement amorcer le chapitre 2 de mon projet et vraiment m'intéresser à cette imagerie du pont, la dynamique du pont, cette relation-là, repartir depuis Gibraltar avec de nouveaux moyens de création, que ce soit de nouveaux types de tirages alternatifs ou de nouvelles utilisations en vidéo et même en texte. Et je pense que là, ça va, une fois que les choses seront un tout petit peu plus simples en termes de contexte sanitaire, j'essaierai de repartir au plus vite et c'est vraiment ce que j'ai envie d'amorcer et de réaliser là le plus vite possible, quoi. Voilà, j'ai hâte de voir, moi. Je vais suivre, du Moi coup, j'ai aussi. trouvé cette Merci beaucoup. installation. Bravo. Merci beaucoup. Moi, je continue à travailler en Irak. Je suis depuis plusieurs années des jeunes qui sont devenus, l'un est devenu un de mes meilleurs potes. Une autre, c'est ma prof d'arabe que je photographie aussi. Puis je rencontre de nouvelles personnes. Je veux rentrer davantage dans l'intimité de ces gens que je connais déjà et rencontrer d'autres gens pour poursuivre ces photos dans l'idée de faire des livres, des expositions, et trouver d'autres modes de narration. C'est quand le prochain départ?
Bah, après-demain, je vais en Arménie, là, Oui, c'est vrai. pour avec circulation, pour l'exposition du même projet, mais avec des toutes autres photos et une autre scéno, et donc ça va être cool, ça. Puis après, bah, je viens de passer 2 mois, donc je viens de passer 2 mois en Irak, donc je vais rester un mois en France, je pense, et en mai. En mai, je vais repartir, je pense. Je vais quand même te poser une dernière petite question. Est-ce que tu envisagerais d'utiliser la vidéo dans ce que tu fais en Irak? Ouais, ouais, carrément. Carrément. Bah, je l'ai fait récemment. Je l'ai fait là en rentrant, mon dernier voyage. J'ai filmé le plus jeune drifter de Bagdad qui a genre une espèce de vieille voiture qui drift, qui passe du temps dans son parking, dans son garage avec ses potes. Donc j'ai filmé ça avec une caméra VHS et puis on va monter tout ça et voir ce que ça donne. Euh, donc oui, j'essaie de faire de la vidéo aussi, je kiffe. J'ai hâte de voir moi aussi ce Oui, que moi ça donne. aussi. Et où est-ce Ouais. qu'on peut voir ton livre, Charles? Bah, j'ai reçu les exemplaires vraiment juste là, et du coup, je vais les vendre et les mettre à la circulation à Ok. partir quand je rentre d'Arménie là. Enfin, D'accord. j'ai pas communiqué et tout, mais je vais les poser à circulation. Je vais le Je poser. crois que moi et Mathias, on va essayer Oui. de se procurer un de tes Tu livres. peux nous en garder un, je pense Un que. petit livre, hein, Moi aussi. franchement, c'est un petit objet. Il est marqué Al-Tahrir dessus, qui traverse. Tu vois, il est assez simple. C'est des photographies couleur, mais aussi aussi les crops, je les ai mis en noir et blanc là. Et il y a un texte de Ferhat Alani, un auteur irakien qui est super. Donc c'est en arabe aussi. Et voilà. Parfait. C'est un petit livre, franchement, tu vois, auto-édité, enfin avec un directeur artistique qui a l'habitude de faire des livres, puisque j'aurais jamais su le faire tout seul, mais quand même auto-édité. Voilà. Bah, bon courage Hâte et de voir bonne ça. continuation à vous deux. Et j'ai hâte de voir vos projets futurs. Ouais, Merci beaucoup, c'était merci. super. Merci beaucoup, ouais. À bientôt.